Bonsoir, bienvenue, les principaux titres de ce 20h. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en Conseil des ministres tenu en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Décisions au nombre desquelles la création d'une norme pour garantir la qualité du café et du cacao, la cession aux opérateurs privés du réseau de distribution du gaz, la Petrosi, compte rendu dans quelques instants. Action de portée sociale et humanitaire de la Fondation Children of Africa de la Première Dame, le bilan de la 5e caravane ophtalmologique gratuite à l'attention des enfants a été fait, compte rendu dans quelques instants. Ce constat dans les quartiers du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, des habitations sous des lignes de haute tension ou à proximité, quels sont les risques auxquels s'exposent les occupants de ces maisons? La réponse dans ce 20h. Nous irons en Italie où le président américain a rencontré ce matin à Rome le pape François, Donald Trump et le souverain pontife affichent de nombreux points de désaccord sur des dossiers. Nous en parlerons également dans ce 20h. Voilà pour le sommaire. Commençons par les images de la forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan ce mercredi et qui a provoqué l'effondrement des murs dans le quartier Angré, 7e tranche dans la commune de Cocody. Une maison écrasée avec à l'intérieur une jeune femme de 25 ans et un enfant dont l'âge reste encore inconnu. Les sapeurs-pompiers arrivés sur place n'ont rien pu faire. Malheureusement. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions y ont été prises, nous dit notre reporter Viviane Agnimin. Le binôme café-cacao, pilier de l'économie nationale, afin de rendre les productions ivoiriennes plus attractives sur les marchés internationaux, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 24 mai sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé la création d'une norme qui va réglementer la qualité de la production cacaoyère et caféière nationale afin qu'elle soit conforme aux normes en vigueur au plan international. Cette mesure vise à créer les conditions d'une production cacaoyère plus abondante et plus durable, de meilleure qualité, en vue de faire face à l'accroissement de la demande par l'industrie cacaoyère et chocolatière nationale et internationale, la demande, je dirais, de cacao certifié. Il s'agit également de mieux se conformer aux exigences et aux normes internationales de certification et de préparer les producteurs ainsi que toute la chaîne de valeur du cacao à la mise en œuvre de la nouvelle norme SEN/ISO pour le cacao durable et traçable. La publication de cette norme est prévue en principe en décembre de cette année. Tout cela nous permettra évidemment de mieux assurer notre place de leader mondial du cacao. Le réseau de distribution de gaz butane de Petrosi Holding sera cédé à des opérateurs privés. Petrosi Holding conserve tout de même certaines attributions. Selon le plan de privatisation qui a été adopté par le Conseil, la société maintiendra sa mission d'importation de gaz, GPL, pour couvrir les besoins nationaux. Les investisseurs privés sélectionnés devront reprendre les activités d'emplissage et de distribution de gaz GPL. Dans le domaine de l'audiovisuel, le Conseil décide la reprise totale des travaux de mise en œuvre de la transition numérique en Côte d'Ivoire. L'État prend désormais l'opération en main. Il faut dire que dans le cadre du processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT, le Comité national de migration, mis en place à cet effet, a procédé à un appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation du nouveau réseau de diffusion de la TNT. Cette offre de partenariat public-privé, PPP, n'a pas reçu de proposition satisfaisante. Le Conseil des ministres, sur proposition du Comité national de migration, a décidé donc d'abandonner le schéma initial de PPP et a opté pour la reprise en main et le financement du processus par l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, un opérateur exclusif national dénommé Société nationale de diffusion, SND, dont le capital sera détenu à 100% par l'État de Côte d'Ivoire, au moins dans un premier temps, sera créé en vue de relancer avec efficacité le processus de migration vers la TNT. Le Conseil
a également adopté le calendrier de migration et les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie proposés. Et pour finir, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions des journalistes sur le nouveau projet de loi sur la presse qu'il a présenté il y a quelques jours devant le Parlement. Ce projet de loi est-il réducteur des espaces de liberté dévolus aux hommes de presse ou est-il porteur de plus de liberté? Les conditions de création, de fonctionnement d'une entreprise de presse ont été assouplies. Avant, il fallait un capital social minimum de 5 millions de francs CFA. Allez dans la loi de 2004, vous le verrez. Dans la loi de 2017, ça ne figure plus. On vous dit seulement de créer une société qui répond aux exigences de l'OHADA. Aujourd'hui, avec l'OHADA, avec 100 000 francs, 200 000 francs, vous créez une entreprise. L'article 89, qui précise pour la première fois que la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout moyen de publication, sous réserve des dispositions de l'article 90. Allez à la loi de 2004, vous ne verrez pas cette disposition-là. Elle est nouvelle. Autrement dit, même si une faute est commise aujourd'hui, l'État, à cause de cet article 89, ne pourra même pas mettre en garde à vue. Pour moi, c'est une avancée. C'est une évolution positive. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 31 mai prochain. L'intégralité du communiqué final de ce Conseil des ministres après le journal. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est à New Delhi, en Inde, où se déroulent les assemblées annuelles du groupe de la BAD, la Banque africaine de développement, les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cette 52e session avec notre envoyé spécial, Awa Touré. Les dirigeants des pays membres de la Banque africaine de développement, au rang desquels le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés au centre Mahatma Mandir de Gandhinagar, dans le Gujarat, en Inde, pour définir des stratégies en vue de la transformation de l'agriculture en Afrique. Un thème qui se réfère au succès de la politique agricole de l'Inde appelée la Révolution verte. Pour le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, c'est donc de ce pays que va émerger une nouvelle ère, celle de la transformation économique du continent africain. Avant d'ajouter que l'Afrique, pour se développer dans la dignité, doit se nourrir elle-même et aussi s'industrialiser, s'intégrer, s'éclairer et fournir de l'énergie, améliorer les conditions de vie des Africains. Le Premier ministre indien Narendra Modi a pour sa part réaffirmé que son pays, qui entretient des relations très fortes et anciennes avec le continent, sera toujours aux côtés de l'Afrique dans sa longue marche vers un avenir lumineux. Des panels sur la coopération Afrique-Asie, les femmes dans l'agriculture, les besoins de financement de l'agriculture en Afrique vont ponctuer cette édition 2017 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui fait ainsi la part belle à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Ici en Côte d'Ivoire, les projets de loi sur la presse et sur la communication audiovisuelle seront soumis aux députés de l'Assemblée nationale le 31 mai prochain pour adoption. Ce projet de loi suscite des interrogations, il faut le dire, comme par exemple, quelles sont les innovations qui interviennent dans ce nouveau texte, le décryptage de Michel Digré. Dans un peu plus d'une semaine, le secteur de la presse et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire sera soumis à une nouvelle réglementation si les deux textes, adoptés le 5 mai dernier en commission, sont votés en plénière. Toutefois, plusieurs organisations des professionnels de la presse continuent de s'insurger contre certaines dispositions des projets de loi depuis leur adoption en commission. La dernière protestation émane de 3 organisations de la société civile qui ont saisi jeudi dernier par courrier le Conseil constitutionnel pour un report du vote en plénière. Comme les organisations des professionnels de la presse, celle de la société civile pointe du doigt l'article 90 du projet de loi. Mais que dit cet article ?
Article 90 est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Quiconque par voie de presse ou par tout autre moyen de publication incite au vol et au pillage, au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes. Fait l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou de collaboration avec l'ennemi. Incite des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion. Porte atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. 2 points sont contestés dans cet article. La peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans, la mention quiconque qui, selon les protestataires, constitue une généralisation des délits à tous les citoyens. Et enfin, le groupe de mots par tout autre moyen de publication qui pourrait étendre la sanction aux utilisateurs des réseaux sociaux. Au cours des travaux en commission, le ministre Koné Bruno a indiqué que le nouveau texte ne durcit pas la loi de 2004. Il a rappelé que l'ancien texte prévoyait déjà des peines de prison puisqu'il ramenait aux articles 174 et 175 du Code pénal. Le ministre Koné Bruno a par ailleurs mentionné que le nouveau texte contient plusieurs innovations majeures qui sont entre autres la prise en compte et la réglementation de la presse en ligne, la professionnalisation du secteur de la presse, par l'exigence de la qualité de journaliste professionnel à toute personne amenée à occuper la fonction de directeur de publication, l'assouplissement des conditions de création d'une entreprise de presse, l'exigence d'un capital social minimum de 5 millions de francs CFA qui existait dans la loi de 2004 a été supprimée. L'article 89 précise que la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout moyen de publication sous réserve des dispositions de l'article 90. Si le texte est adopté en séance plénière ce 31 mai, les journaux écrits et les productions d'informations numériques existants auront un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions de la nouvelle loi. Voilà. RTI 1 ouvre le débat sur ce projet de loi demain en direct à partir de 20h50. Donc, prenez rendez-vous demain à partir de 20h50. Le ministre ivoirien en charge de l'agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafoa, a invité les opérateurs économiques privés sud-africains à investir dans la transformation de matières premières produites en Côte d'Ivoire. C'était récemment au cours d'une rencontre organisée sur place en Afrique du Sud et consacrée au développement du secteur agricole des pays africains. Serge Koléa pour en savoir un peu plus. Avec le secteur privé sud-africain, les échanges se sont articulés autour des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Après l'exposé de Dienobou Condé, commissaire général du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté à ses hôtes les secteurs clés à développer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao, avec près de 2 millions de tonnes maintenant. Toute cette production est le fait de petites exploitations. Mais on a besoin de moderniser leurs moyens de production. Et ça ne peut pas se faire sans l'appui des sociétés industrielles. Nous sommes le premier pays producteur de noix de cajou avec près de 700 000 tonnes devant l'Inde. Mais nous transformons à près de 5%. Ce sont des domaines dans lesquels nous attendons beaucoup du secteur privé sud-africain. Et surtout, comment vous allez nous aider à développer la production de riz local pour que cette production soit plus compétitive que le riz que nous importons, de manière à ce que le consommateur puisse s'orienter vers la production locale. Message bien reçu par les opérateurs du secteur agricole sud-africain. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux atouts et aux perspectives avantageuses d'une coopération économique et commerciale avec la Côte d'Ivoire.
Entreprise sud-africaine Afgri va s'installer bientôt en Côte d'Ivoire. Elle va œuvrer dans la transformation du manioc et de la noix de cajou. Les responsables ont choisi la Côte d'Ivoire après une étude de marché menée dans plusieurs pays du continent. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a également rencontré le personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud avec à sa tête son Excellence Amos Diadian. Mamadou Sangafo Koulibaly a invité les uns et les autres à se faire l'écho de la vision du chef de l'État, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 avec une industrie agroalimentaire forte, compétitive et ouverte. Poursuivons ce journal avec la 5e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques. Ce salon a pour objectif de créer les conditions du développement du transport urbain, mais surtout d'accroître la mobilité sur le continent africain. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Okwame. Au plan scientifique, ce Salon africain des transports aborde plusieurs problématiques en relation avec le développement durable, la mobilité urbaine, la professionnalisation de l'activité logistique et le financement des infrastructures. Toutes ces thématiques pour répondre à une seule question. Quel système de transport, quel système logistique nous allons pouvoir offrir pour contribuer à l'émergence des pays africains? Une question, mais surtout un vaste chantier qui appelle aujourd'hui à une convergence d'actions. Car, malgré les nombreux efforts entrepris au niveau régional, l'Afrique a encore du mal à amorcer une réelle intégration économique. Cette situation est liée, entre autres, à la faiblesse des échanges intracommunautaires dus au coût élevé du transport inter-État de marchandises et de passagers, à la multiplicité des procédures aux frontières, source de perte de recettes douanières, à la durée et au coût des procédures de transit maritime. À titre d'exemple, le transport d'un conteneur entre Kampala en Ouganda et Mombasa au Kenya prend 2 fois plus de temps et coûte 2 fois plus cher que de le transporter de Londres à Mombasa. Il s'agit donc de trouver des mécanismes pour moderniser les circuits commerciaux à travers le continent africain. Le Maroc est prêt à jouer le rôle de leader. Avec ces 8 milliards de dollars annoncés en 2015-2016, cela lui permet réellement d'être présent et de pouvoir effectivement travailler avec une approche win-win, gagnant-gagnant, qui permet à tous les pays africains d'émerger. 15 entreprises marocaines participent au salon qui s'achève ce jeudi. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement auquel la commissaire générale Mengatié Bamba veut donner une envergure internationale. Parlons maintenant d'action de portée sociale et humanitaire de la Fondation Children of Africa de la Première Dame. Le bilan de la 5e caravane ophtalmologique gratuite à l'attention des enfants de 0 à 15 ans a été fait ce mercredi. 20 814 enfants consultés et 1029 paires de lunettes distribuées. Le point avec Jérôme Kofi Aboulin. Témoin privilégié de cette cérémonie de présentation des résultats de la 5e caravane ophtalmologique gratuite à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, des élus ainsi que des chefs traditionnels. Une caravane présente pendant environ une semaine entre le 21 et le 29 avril 2017 dans la région du Haut-Sassandra. La contribution à l'amélioration de la vue des enfants de 0 à 15 ans, tel est l'objectif toujours visé. Selon le président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, Fanny Adama, les consultations oculaires lors de cette session ont permis de prendre en compte plus de 20 000 enfants et distribuer environ 1 000 paires de lunettes. Pour lui, ces résultats jugés largement satisfaisants sont dus à de meilleures conditions créées par Children of Africa et sa présidente, Dominique Ouattara, qui ont pris cette initiative noble. Le professeur Alphonse Guégué-Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, en tant que porte-parole des populations, a exprimé sa gratitude à la Première Dame pour toutes les causes, comme celle des enfants, que Children of Africa défend sans relâche. Children of Africa a apporté la joie au cœur des populations de la région du Haut-Sassandra
on se rappelle l'action que vous avez développée en ce qui concerne le travail des enfants dans les champs. Et pourtant, nous savons très bien que l'essentiel de nos ressources viennent des champs parce que l'agriculture est notre première richesse. Mais vous avez également mis le doigt sur le fait que ceux qui doivent aller au champ, mais que les enfants avaient leur place dans les écoles. Quant à la première dame Dominique Ouattara, elle a saisi l'occasion pour féliciter les membres de son cabinet. Pour elle, s'ils n'avaient pas été là, cette caravane n'aurait pas connu cette ascension depuis la première édition, il y a environ 10 ans. Je me réjouis que nous ayons pu consulter et soigner un si grand nombre de nos enfants et je voudrais donc saluer et remercier chacun de vous pour le travail exceptionnel que vous avez réalisé au cours de cette 5e caravane. Cela fait près de 10 ans que les équipes médicales et les bénévoles de la Fondation Children of Africa vont à la rencontre des populations à travers la Côte d'Ivoire afin de procurer à nos enfants les soins ophtalmologiques dont ils ont besoin. Démarrée en février 2008, la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa a soulagé à ce jour de nombreux parents défavorisés en consultant et en soignant gratuitement au total 80 000 enfants à ce jour. Je tiens à cet effet à remercier chaleureusement tous nos généreux donateurs et les partenaires de la Fondation Children of Africa qui œuvrent à nos côtés pour rendre cette action possible année après année. Au cours de son passage dans la région du Haut-Sassandra, la 5e caravane ophtalmologique a visité Daloa, Issia, Saïwa, Vavois et Zoukougbe. Partout, la mobilisation a été exceptionnelle, comme lors du lancement le 7 avril 2017 à Anoumambo, dans la commune de Makori. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a un nouveau directeur général. Le docteur Tedros Adhanom a été élu pour un mandat de 5 ans. Après la désignation du nouveau directeur général de l'organisation onusienne, eh bien, la ministre ivoirienne en charge de la santé, Raymonde Goudou Kofi, a voulu se prononcer. Ami Sissoko nous en parle. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a un nouveau directeur général. C'est l'Éthiopien Tedros Adhanom, le premier Africain à la tête de cette institution. La candidature de Tedros Adhanom a été proposée par le gouvernement éthiopien. Il a été élu face au Britannique David Nabarro et à la Pakistanaise Sania Nishtar lors de la 70e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse ce 23 mai. La ministre Raymonde Goudou Kofi, représentant la Côte d'Ivoire à cette Assemblée générale, a félicité le nouveau directeur général de l'OMS. La Côte d'Ivoire voudrait former le vœu de voir le nouveau directeur général de l'OMS capitaliser sur les acquis en accélérant la lutte contre la résurgence des maladies dites négligées, en renforçant la prise en compte des maladies non transmissibles qui affectent le monde. Enfin, la recherche de financement additionnel, endogène et novateur devrait intégrer davantage le secteur privé pour un développement durable. Élu pour un mandat de 5 ans, Dr Tedros Adhanom succède ainsi à la chinoise Dr Margaret Chan à la tête de l'OMS depuis 10 ans. Le nouveau directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, a été ministre de la Santé en Éthiopie de 2005 à 2012, ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. Il a également été président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. On en vient maintenant au dossier de ce 20h, des habitations sous les lignes à haute tension. Ce constat n'est pas chose rare dans le district d'Abidjan. Quels sont les risques auxquels s'exposent les occupants de ces maisons? Que font les autorités compétentes en matière de sensibilisation face à ce véritable danger, on peut le dire? La réponse dans ce dossier de la rédaction que vous propose Christ Diomandé, stagiaire à la rédaction. Un nuage de fumée qui s'élève de ces hangars, des logements de fortune couverts de plastique et de vieilles tôles, d'autres constructions faites de briques, juste en dessous d'un boulevard de fils électriques à forte puissance, les lignes à haute tension. Nous sommes à Aoussabougou, un sous-quartier de la commune d'Adjamé.
Ici habite Dosso, père de 3 enfants. Ce maçon vit dans ce quartier depuis 5 ans. Autour de lui, de nombreuses familles dont les habitations précaires se trouvent sous les lignes à haute tension. Ils disent être là par manque de moyens financiers. Avant, j'étais à Daloa, c'était un peu dur sur moi. Quand je suis venu ici, je suis venu grouiller un peu pour avoir quelque chose. Étant étudiant, je devrais venir suivre les études ici. Et quand je suis venu, c'était le quartier qui pouvait m'accueillir, vu des moyens, les défauts de moyens financiers qui m'ont permis à venir accepter ce quartier. Des habitations sous la ligne à haute tension, pas que dans ce décor de précarité. Certaines communes dites résidentielles sont aussi concernées. À Cocody, bien visible, ces immeubles à proximité d'installations électriques. Ça nous fait peur, hein. Bon, moi je suis au 3e. Quand il pleut, il fait nuit comme ça, il pleut, ça s'allume. Ça fait des bruits même. Il est arrivé un jour même, vraiment, ça a fallu faire des dégâts. Et tout le monde est sorti pour regarder. On ne connaît pas encore les effets secondaires. Mais par moments, on entend des fils qui s'embrassent et puis bon, ça crée vraiment des problèmes. Bon, les habitations sont juste à côté. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on nous dit pas tantôt, il ne faudrait pas qu'on soit près de la haute tension, mais ici au quartier, il y a longtemps qu'on est tous à côté de la haute tension. On voit même des maisons qui sont juste à peine à 2 mètres même de la haute tension. Des habitations sous des dispositifs à haute tension. Certainement du danger dans l'air, cela est confirmé par ces spécialistes. Au-delà de 100 microtesla, il y a danger. Lorsque nous prenons le champ magnétique en dessous des lignes à haute tension, nous avons des valeurs qui ne dépassent pas les 2-3 microtesla. Lorsque l'organisme de l'être humain est soumis à une variation des champs magnétiques, il va apparaître des courants dans son organisme. Cette tension élevée est capable de ôter la vie à une vitesse record. Le danger immédiat, qui est évident, c'est que lorsque un fil haute tension se détache, tous ceux qui seront touchés directement ou indirectement par des objets qui conduisent l'électricité vont mourir. Des radiations qui menacent les populations, surtout au niveau sanitaire. On a observé l'augmentation de la leucémie chez l'enfant sous les hautes tensions. Chez l'épileptique, ça peut déclencher les crises d'épilepsie. Les gens qui ont tendance à avoir des maux de tête, des céphalées, vont avoir donc des céphalées un peu plus accrues et un peu plus fréquentes. Quelqu'un qui vient d'être touché avec une ligne haute tension va voir toute sa peau tomber comme une brûlure d'eau chaude. Hein. Il va avoir des troubles respiratoires avec arrêt respiratoire, des tachycardies, des fibrillations jusqu'à arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est mortel. Ces lignes à haute tension sont de grands réseaux de transport d'électricité. Autrefois isolés des lieux d'habitation, les hautes tensions, ces fils électriques de grande puissance, sont aujourd'hui rattrapés par l'urbanisation. Une situation qui préoccupe. S'installer en dessous des hautes tensions, c'est mettre sa vie en danger. Il est indiqué de respecter certains reculs par rapport à ces installations. Et donc les servitudes à respecter varient en fonction du type de ligne. Quand vous avez des hautes tensions, il est indiqué d'être au minimum à 15 mètres de la ligne de haute tension. Et donc si vous êtes à 15 mètres de part et d'autre, le couloir à respecter doit être au minimum de 30 mètres. Monsieur le ministre en charge de l'urbanisme a instruit nos services et nous sommes en train de réfléchir actuellement à des textes qui seront bientôt présentés au niveau du gouvernement pour interdire de manière formelle toutes sortes d'installations en dessous des hautes tensions et d'autres types d'installations dans les servitudes des équipements. Le moment venu, je pense qu'avant de procéder au déguerpissement, les mesures d'accompagnement seront connues par les différentes populations, comme ça a toujours été le cas. Les lignes à haute tension près ou au-dessus des habitations génèrent crainte et questionnement quant à leurs conséquences sur la santé des riverains. Une longue réflexion, mais aussi des actions doivent être menées afin de permettre aux personnes vivant sous les lignes à haute tension d'être à l'abri de tout danger. Voilà, c'était le dossier du 20h.
Le président américain a rencontré ce matin le pape François. Rappelons que Donald Trump et le souverain pontife affichent de nombreux points de désaccord sur des dossiers tels que l'économie libérale, l'immigration et le changement climatique. Michel Digré nous en parle. Après l'Arabie Saoudite et le Proche-Orient, le président américain Donald Trump est au Vatican où il a été accueilli par le souverain pontife. L'entretien a duré une trentaine de minutes. Beaucoup de sujets opposent le pape et le nouveau locataire de la Maison-Blanche. L'on s'en souvient, le pape François avait dénoncé le projet de mur à la frontière mexicaine et le décret anti-immigration. Le président américain est accompagné par son épouse Miliana, qui devait rendre visite à des enfants malades, alors que sa fille Ivanka devait, elle, rencontrer une communauté catholique pour parler de lutte contre le trafic des migrants. Ce séjour de Trump en Italie sera également marqué par une visite de la chapelle Sistine et une rencontre avec le président et le premier ministre italien. Après Rome, sachez que demain, la communauté mondiale célèbre l'Ascension, célébrée chaque année. 40 jours après la Pâque, vous aurez donc des comptes rendus dans nos prochaines éditions. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir regardé ici en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Bonne suite de programme.